Ma femme m'a dit, tu n'es rien de plus qu'un copard, pas mon vrai partenaire. Alors je suis devenu exactement ça, détaché, indifférent et indisponible. Mais quand elle a finalement remarqué, il était déjà trop tard. Salut Reddit, compte jetable pour des raisons évidentes. Je n'aurais jamais pensé partager mon histoire ici, mais je traîne sur ce sub depuis un moment et je me dis que peut-être mon expérience pourrait aider quelqu'un qui traverse la même merde. Moi, homme de 36 ans, j'ai rencontré Sarah, femme de 34 ans, durant notre 2e année d'université. Elle était cette magnifique étudiante en psychologie avec des opinions de feu sur tout, toujours en train de parler de briser les normes de genre et de démanteler le patriarcat et ce genre de trucs. Moi, j'étais plus terre à accent grave terre, étudiant en commerce, je bossais 2 jobs pour payer mes études sans m'endetter. Malgré nos différences, ça a collé. Je trouvais sa passion attirante au début, et elle semblait apprécier ma stabilité. On est sortis ensemble pendant toute la fac, on a emménagé ensemble après le diplôme et on s'est mariés à 27 ans. À 29 ans, on a eu des jumeaux, un garçon et une fille, Ethan et Emma. Après la fac, j'ai décroché un poste dans une société financière. J'ai bossé comme un malade, enchaînant les heures, restant tard, ramenant du boulot le week-end, tout ça. J'ai fini par devenir directeur de portefeuille senior. Bon salaire, mais épuisant. Pendant ce temps, Sarah a papillonné entre différentes carrières, d'abord RH, puis elle a quitté pour essayer le marketing, puis elle a décidé de devenir écrivaine freelance, en se concentrant sur les questions féminines. Cette dernière tentative n'a jamais vraiment rapporté d'argent, mais elle affirmait que c'était sa passion et que je devais soutenir ses rêves. Son blog est devenu son identité. C'était uniquement sur l'autonomisation des femmes, comment briser les attentes sociales et reconnaître les schémas de relations toxiques. L'ironie de tout ça va devenir évidente très vite. Pendant que je construisais ma carrière et que je soutenais notre famille, elle passait son temps à aller à des événements de réseautage, des cercles de femmes et à gérer son blog que peut-être 50 personnes lisaient. Je ne veux pas paraître amer, mais avec le recul, je gérais aussi la plupart des choses de la maison. Je me levais pour les enfants, je préparais le petit-déj, je les aidais pour les devoirs, j'allais aux événements scolaires. Pas parce que j'étais un super papa, mais parce que quelqu'un devait le faire, et elle était toujours trop occupée à se trouver. Voilà où on en était quand tout a basculé. Moi, travaillant 50 à 60 heures par semaine, gérant la plupart des tâches parentales, tandis qu'elle développait sa marque et se plaignait que je n'étais pas assez présent émotionnellement. Tout est arrivé un mardi soir tout à fait normal. Rien de spécial ce jour-là, j'avais couché les jumeaux après une journée de 12 heures. J'étais crevé, mais j'avais quand même réussi à aider Ethan avec son projet de science et à lire à Emma son histoire préférée avant qu'il s'endorme. Je suis descendu et j'ai trouvé Sarah dans la cuisine, en train de rincer une assiette. Je pensais qu'on pourrait peut-être regarder un épisode ensemble avant de dormir, l'une des rares choses qu'on faisait encore à deux. C'est à ce moment-là qu'elle a lâché la bombe, tu n'es rien de plus qu'un copard pour moi, Tom. Pas mon vrai partenaire. Un coup de poing dans le ventre. Vous connaissez ce sentiment où tout l'air sort de vos poumons d'un coup? C'était pire. Bien pire. Sa voix était si calme. Comme si elle me disait qu'on n'avait plus de liquide vaisselle. Pas comme si elle jetait à la poubelle 10 ans de mariage en une seule phrase. Je suis resté planté là comme un idiot, à fixer l'arrière de sa tête. Elle ne s'est même pas retournée, elle continuait à laver cette foutue assiette comme si de rien n'était. Donc c'est comme ça que tu me vois, ai-je réussi à dire. Ma voix sonnait bizarre, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle a haussé les épaules, littéralement, et a dit, je pense qu'on sait tous les deux que ce n'est plus un vrai mariage depuis longtemps. Tu ne me stimules pas intellectuellement. Tu ne comprends pas vraiment ce dont j'ai besoin en tant que femme dans le monde d'aujourd'hui. Le pire, ce n'était même pas ces mots. C'était la façon dont elle les disait. Sans émotion. Sans regret. Rien. Comme si je n'étais qu'un mec lambda avec qui elle devait composer parce qu'on avait des enfants ensemble. Pas l'homme qui l'avait soutenu à travers 3 changements de carrière, qui avait payé ses retraites de développement personnel, qui avait tenu la maison pendant qu'elle bossait sur son blog qui n'avait jamais rapporté un seul dollar. Je veux un partenaire qui puisse égaler mon énergie et comprendre mon parcours, a-t-elle continué, se tournant enfin vers moi. Quelqu'un qui me challenge et apprécie ma croissance. J'ai tellement évolué ces dernières années, et toi tu es toujours, eh bien, toujours le même. Le même? J'étais passé d'analyste débutant à directeur senior. J'avais appris à être père. J'avais soutenu chacune de ses lubies et projets passion. Mais apparemment, ce n'était pas ça, la croissance. Je ne dis pas qu'on doit mettre fin aux choses, a-t-elle ajouté en voyant mon expression. Les enfants ont besoin de stabilité. On peut toujours coparenter efficacement. Je pense juste qu'on devrait être honnête sur ce que cette relation est vraiment. Elle disait ça comme si elle me faisait une faveur. Comme si son honnêteté était un cadeau que je devais apprécier. Comme si me dire que je n'étais rien de plus qu'un babysitter glorifié et un distributeur de billets était un acte de bonté. Je n'ai pas explosé, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. J'ai juste hoché la tête et dit, je vois. Puis je suis sorti de la cuisine. Je l'ai entendu m'appeler, Tom, on ne va pas en parler? Mais de quoi voulait-elle parler? Elle avait été parfaitement claire. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil.
Je suis resté allongé à fixer le plafond, rejouant les dernières années dans ma tête. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand suis-je devenu rien pour elle? Les signes étaient là. J'étais juste trop con, trop occupé ou trop dans le déni pour les voir. La façon dont ses yeux brillaient quand j'entrais dans une pièce? Disparu. Les textos idiots au hasard de la journée avec des blagues ou des chansons qui lui faisaient penser à moi? Disparu. Les câlins? Les vrais baisers? Pas juste le petit bisou automatique sur la joue? Disparu aussi. Quand est-ce qu'elle m'a demandé pour la dernière fois comment s'était passée ma journée en écoutant vraiment? Pas juste le « ça va », le boulot, que les gens disent machinalement. Quand est-ce qu'elle a fait quelque chose de gentil pour moi, de son plein gré, pour la dernière fois? Quand est-ce qu'elle m'a défendu pour la dernière fois, quand ses amis critiquaient leur mari et me mettaient dans le même sac? Je me suis mis à penser à combien de fois elle était sur son téléphone quand j'étais là. Toujours en train de scroller Instagram, de partager des posts sur « dépasser les gens » et « le courage d'être authentique ». Toujours en train de taguer ses publications avec des conneries du style hashtag connaisse ta valeur et hashtag Naruto jamais de grand. Pendant ce temps, c'était moi qui me levais quand les enfants faisaient des cauchemars, qui préparait leur déjeuner, qui les emmenait au foot, qui les aidait en maths, tout ça en bossant plus de 50 heures par semaine. Ses sourires, sa vraie énergie, son enthousiasme, elle les réservait à d'autres. Ses amis progressistes, qui lui répétaient qu'elle méritait mieux. Son coach de vie, qui prenait $200 de l'heure pour lui dire qu'elle se contentait de peu. Les femmes de ses communautés en ligne, qui validaient chaque pensée égoïste qu'elle avait. À tout le monde sauf à moi. Je me racontais qu'elle était juste stressée, fatiguée, occupée par la vie. Je trouvais toujours des excuses parce que je ne voulais pas affronter la vérité. Mais maintenant, je ne pouvais plus l'ignorer. Elle n'était pas tombée amoureuse du jour au lendemain. Elle me montrait depuis des années que je n'étais rien de plus qu'une commodité pour elle. Je ne voulais simplement pas le voir. La pire réalisation m'est tombée dessus vers 3 heures du matin. J'avais passé des années à essayer de la rendre heureuse, à travailler plus dur, à aider davantage, à tenter de soutenir ses rêves, tandis qu'elle déplaçait toujours les poteaux de but et trouvait de nouvelles raisons pour lesquelles je n'étais pas assez. Peu importe ce que je faisais, ce ne serait jamais suffisant, parce qu'elle avait décidé que je n'étais pas suffisant. Ce n'était pas une question de mes actions, mais de sa perception. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'en avais fini d'essayer. Le lendemain matin, je me suis levé avant elle comme d'habitude, j'ai préparé le petit déjeuner pour Emma et Ethan, j'ai fait leur lunch, toutes ces choses de papa. Quand Sarah est descendue dans son peignoir de soie que je lui avais acheté pour notre anniversaire, je n'ai rien dit. Je n'ai pas demandé comment elle avait dormi, je n'ai pas commenté la météo. Rien. Elle l'a remarqué, jetant des coups d'œil comme si elle attendait quelque chose, pensant probablement que j'allais la supplier de m'aimer ou sortir une merde pathétique du genre, peut-être m'excuser de ne pas la stimuler intellectuellement assez, ou promettre d'être plus investi dans son parcours. Mais j'en avais fini. Si elle me voyait comme rien de plus qu'un copard, alors très bien. C'est exactement ce que je serais. Rien de plus, rien de moins. Tu es silencieux ce matin, dit-elle finalement, en essayant de paraître détendue. J'ai simplement haussé les épaules. J'ai beaucoup de choses en tête. Du boulot. Tu veux parler de ce que j'ai dit hier soir, demanda-t-elle, adossée au comptoir avec sa tasse de café. Je pense qu'il est important qu'on soit sur la même longueur d'onde, on l'est, répondis-je, sans lever les yeux de mon sandwich pour Ethan. Tu as été très clair. Tom, je n'essayais pas de te blesser, dit-elle, avec ce ton condescendant qu'elle utilisait quand elle pensait faire preuve d'intelligence émotionnelle. J'étais juste honnête sur l'endroit où j'en suis maintenant, j'apprécie l'honnêteté, dis-je d'un ton plat. Maintenant on sait tous les deux où on en est. Je voyais bien que ma réaction la déconcertait. Elle s'attendait à des larmes, de la colère ou des promesses désespérées d'être l'homme qu'elle voulait. Au lieu de ça, elle a eu une acceptation calme. Et ça l'a complètement sortie de son script. J'ai déposé les enfants à l'école et j'ai poursuivi ma journée avec ce nouvel état d'esprit. Je n'étais plus son mari. J'étais juste le père de ses enfants. Point. Fini les services rendus. Fini de l'écouter se plaindre à longueur de journée de ses difficultés, à réorganiser les meubles du salon ou à écrire un autre billet de blog. Ce soir-là, quand elle est rentrée de sa réunion, Empower des femmes, qui, comme j'ai appris plus tard, n'étaient en réalité que ses amis en train de se plaindre de leur mari, j'aidais les enfants avec leurs devoirs. Elle est entrée, a jeté son sac de marque, que j'avais payé, sur la chaise, et a attendu, comme si elle s'attendait à ce que je lui demande comment s'était passée sa réunion ou quelque chose du genre. Je me suis contenté de me lever, de dire aux enfants que je serais dans mon bureau s'ils avaient besoin de moi, et je suis sorti. L'expression sur son visage? Inestimable. Dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau document. Je l'ai intitulé « Stratégie de sortie ». Puis j'ai dressé une liste de tout ce que je devais faire pour me protéger, moi et les enfants. Premier point, appeler un avocat. Et c'est devenu notre nouvelle normalité. Plus de petites conversations. Plus de messages en journée. Plus de petits services pour elle. Le dîner, c'était pour les enfants. Je leur parlais, je riais avec eux, mais pas avec elle. Si elle me parlait directement, je répondais poliment mais brièvement. « Ta journée s'est bien passée ?» demandait-elle. « Bien. Et c'est tout.
Pas de détails. Tu as vu l'email de la maîtresse d'Emma? Oui. Déjà géré. Fin de la conversation. J'ai commencé à faire mes propres plans le week-end. Parfois, j'emmenais les enfants sans même lui dire où on allait. Elle m'envoyait un texto pour demander où on était, et j'attendais une heure avant de répondre par un truc court du style « de sortie avec les enfants, on rentre plus tard ». J'ai aussi commencé à mieux prendre soin de moi. Sarah avait lâché des petites piques au fil des années sur le fait que je m'étais laissé aller, après la naissance des enfants, alors que j'étais celui qui se levait à 5 heures du matin pour caser du boulot avant leur réveil, préparer le petit-déj, et maintenir nos vies à flot. Mais elle avait raison sur un point, je m'étais négligé. Alors j'ai commencé à aller à la salle de sport pendant mes pauses déjeuner, à mieux manger, je me suis fait une nouvelle coupe de cheveux, j'ai acheté de nouveaux vêtements bien taillés, perdu environ 15 kilos en quelques mois et pris un peu de muscle. Rien de dramatique, juste prendre soin de moi, pour moi, pas pour l'impressionner. Je me suis aussi reconnecté avec des amis que je ne voyais plus beaucoup ces dernières années, déjeuné avec des potes de fac, rejoint une ligue de basket le week-end, commencé à vivre comme quelqu'un qui avait une vie en dehors d'être le mari de Sarah et le père des jumeaux. Le premier samedi où j'ai emmené les enfants seuls, elle était assise sur le canapé à notre retour, faisant semblant de regarder son téléphone mais en réalité absorbée par des vidéos sur « poser des limites aux hommes » ou je ne sais quoi. « Où êtes-vous allé » demanda-t-elle, en essayant de paraître détendue. « Dehors » ai-je répondu en posant les clés. Les enfants voulaient faire quelque chose, alors on est sorti. Ses lèvres se sont pincées. Ça aurait été bien de le savoir. En tant que mère, je devrais être informé de l'endroit où se trouvent mes enfants. J'ai juste haussé les épaules. Je ne pensais pas que ça comptait. De toute façon, tu es généralement trop occupé avec ton blog pour venir avec nous, ce n'est pas juste, dit-elle, se redressant. Mon travail est important aussi, bien sûr qu'il l'est, répondis-je, sans discuter. Les enfants, allez vous laver les mains avant le dîner. Alors qu'il montait en courant, elle m'a suivi dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu agis bizarrement depuis notre conversation, rien ne se passe, ai-je dit en sortant des ingrédients pour le repas. Je fais juste le copard que tu voulais, ce n'est pas ce que je voulais dire et tu le sais, dit-elle en croisant les bras. Je l'ai regardé directement pour la première fois depuis des jours. Qu'est-ce que tu voulais dire, Sarah? Parce que tu n'es rien de plus qu'un copard pour moi, ça me semble assez clair. Elle a soufflé. Je voulais dire que notre relation a évolué. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore être partenaire d'autre façon, d'accord, ai-je acquiescé. Partenaire. Comme des colocataires qui partagent des enfants. Compris. C'était la première fissure dans son plan parfait. Elle pensait pouvoir se désengager émotionnellement de notre mariage, me traiter comme un distributeur de billets et un babysitter, tout en continuant à bénéficier des avantages d'un mari quand ça l'arrangeait. Elle commençait à comprendre que ça ne fonctionnait pas comme ça. Pendant ce temps, j'avais eu ma première consultation avec un avocat. Je n'en ai rien dit à Sarah, évidemment. Je voulais juste savoir où j'en étais légalement. À ma surprise, l'avocate pensait que j'avais un bon dossier pour obtenir au moins une garde partagée 50-50e, peut-être plus vu mon implication dans la vie des enfants. Elle m'a conseillé de commencer à tout documenter, chaque événement scolaire où j'étais présent et pas Sarah, chaque rendez-vous médical où j'emmenais les enfants, chaque fois que j'étais celui qui aidait aux devoirs. Alors j'ai tenu un journal détaillé, avec date et heure. J'ai sauvegardé les emails des enseignants qui s'adressaient à moi plutôt qu'à Sarah, parce qu'ils savaient que j'étais le parent réactif. J'ai tout noté, au cas où. J'ai aussi commencé à mettre de l'argent de côté sur un compte dont Sarah n'avait pas connaissance. Pas pour cacher des biens, tout serait déclaré lors d'un divorce si ça arrivait, mais pour m'assurer d'avoir des ressources financières rien qu'à moi. L'avocate m'avait assuré que c'était légal, tant que je n'utilisais pas de fonds communs ou que je ne cachais pas d'argent considéré comme bien matrimonial. Avec le temps, Sarah a commencé à remarquer la différence. Elle essayait d'engager des conversations sur sa journée ou sur quelque chose de profond qu'elle avait lu en ligne. Je me contentais d'acquiescer ou de répondre par un mot. Elle essayait de porter des tenues plus sexy à la maison. Trop peu, trop tard. J'ai aussi remarqué qu'elle s'intéressait soudain à ce que je faisais. Quand j'ai dit aux enfants que je pensais les emmener skier cet hiver, elle a réagi, ça a l'air amusant. J'ai toujours voulu apprendre à skier. Je me suis contenté d'acquiescer et de continuer à parler avec Emma et Ethan, en ignorant complètement sa tentative de s'inclure. Un soir, environ 6 semaines après le début de ce nouvel arrangement, j'étais en train de lire un livre sur le canapé quand elle est venue s'asseoir à côté de moi, plus près qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. « Tu as perdu du poids » remarqua-t-elle, ses yeux me balayant de haut en bas. « Ouais » j'ai répondu, sans lever les yeux de mon livre. « Tu as bonne mine » dit-elle, sa voix baissant d'un ton. « Vraiment bonne mine. »« Merci » ai-je dit, toujours sans lever les yeux. « Tom » fit-elle en posant sa main sur mon bras. « On peut parler ?» J'ai l'impression qu'il y a un mur entre nous ces derniers temps. Je l'ai enfin regardé. « De quoi veux-tu parler ?»« De nous » dit-elle, soulagée d'avoir capté mon attention. « J'ai l'impression que tu t'es complètement retiré de moi. »« Je ne fais que respecter les paramètres que tu as fixés, » répondis-je calmement. « Tu as été clair sur ce que je représente pour toi. Je m'adapte en conséquence. »
Je crois que tu as mal interprété ce que j'essayais de dire, se ravisa-t-elle. Je n'ai jamais voulu dire que je ne tenais pas à toi ou que je ne valorisais pas notre relation. Je refermai mon livre. Alors qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as affirmé que je n'étais rien de plus qu'un copard pour toi? Quelle autre interprétation pouvais-je avoir? Elle hésita. J'essayais d'être honnête sur le fait que je me sentais déconnecté. Je ne voulais pas dire que ça devait rester comme ça pour toujours. Eh bien, j'ai eu le temps d'y réfléchir, et j'ai réalisé que tu avais raison, dis-je en me levant. Nous ne sommes que des coparents, et c'est tout ce dont nous avons besoin pour le bien des jumeaux. Je suis parti, la laissant assise là. Pour la première fois, c'était elle qui me regardait m'éloigner. Puis, un soir, elle est rentrée, l'air irrité après avoir vu une publication d'une de ses amies sur des vacances romantiques. J'étais dans le salon, un livre à la main, mieux dans ma peau que depuis des années. Elle est restée plantée là, comme si elle attendait que je la remarque. Tu agis bizarrement depuis des semaines, dit-elle enfin. Je levai les yeux de mon livre. Bizarre comment? Je ne sais pas. Juste, différent. Distant. C'est comme si tu ne faisais même plus l'effort de faire fonctionner notre relation. Je refermai mon livre. Je croyais que c'est ce que tu voulais. Elle cligna des yeux, comme si je venais de la gifler. Quoi? Tu as dit que nous n'étions que des coparents, lui rappelai-je, d'une voix neutre. Donc c'est ce que je fais. J'élève les enfants. Tout le reste est sans importance. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce que toi et ton groupe d'Empower me répétaient sans cesse? Être soi-même, authentique? Elle me fixa, ouvrit la bouche pour parler, puis se ravisa. Ça m'a tout dit. Elle ne s'y attendait pas. Elle croyait que je la poursuivrais, que je m'en dirais son attention, que je continuerais à essayer de la reconquérir pendant qu'elle me traitait comme une merde. Au lieu de ça, je lui avais donné exactement ce qu'elle demandait, et maintenant c'était elle qui ne savait plus comment gérer. Ce n'est pas ce que je voulais, dit-elle finalement, la voix basse. Je voulais qu'on travaille sur notre relation, pas qu'on y renonce. Drôle de façon de le montrer, rétorquai-je. Dire à quelqu'un qu'il n'est rien de plus qu'un copard n'incite pas vraiment à investir davantage émotionnellement. J'étais frustré, dit-elle en s'asseyant en face de moi. J'avais l'impression que tu ne m'écoutais pas quand je parlais de mon sentiment d'inaccomplissement. Et maintenant je t'entends très bien, répondis-je. Message reçu. Elle me regarda longuement. Alors c'est tout? Après 10 ans de mariage? Tu décroches, comme ça? L'ironie était si forte que j'ai failli rire. J'ai appris des meilleurs. Après cette nuit-là, les choses ont encore changé. Elle a commencé à m'observer, à écouter davantage, à essayer de comprendre ce qui se passait. Elle hésitait avant de parler, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Elle attendait que je craque, que je rompe cette nouvelle routine, mais je ne l'ai pas fait. Elle a commencé à chercher mon attention par de petits gestes, à me demander si je voulais quelque chose du magasin, à mentionner les séries qu'on regardait ensemble, à être plus directe, à ressortir la lingerie qui prenait la poussière dans son tiroir, à parler de l'importance de l'énergie masculine dans la maison. Un virage à 180 degrés par rapport à son habituel discours, les hommes sont le problème. J'ai aussi remarqué qu'elle avait arrêté de poster ses citations passives-agressives sur le dépassement des relations et la reconnaissance de sa valeur. Comme par hasard. Un soir, après que les enfants furent couchés, elle m'a coincé dans la cuisine pendant que je rangeais. Tu t'en fiches vraiment, hein, dit-elle. De quoi? Répondis-je, en posant la dernière assiette dans l'égouttoir. Elle poussa un soupir frustré. De tout ça? De nous? Je la regardai simplement et haussai les épaules. Il n'y a pas de « nous ». Sa mâchoire se crispa. Alors c'est comme ça? Ça te convient que les choses restent ainsi? J'essuyai mes mains et la regardai droit dans les yeux. Non. Mais j'ai accepté. Tu as été clair sur la façon dont tu me vois. Je fais pareil. Ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai dit ça, se défendit-elle. J'ai failli rire. N'est-ce pas? Cela fait des années que tu me traites comme un chéquier et un baby-sitter occasionnel. Toi et tes amis passez votre temps à dire que les hommes sont inutiles alors que c'est moi qui fais tout pour que cette famille tienne debout. Eh bien, félicitations. Tu m'as convaincu que nous ne sommes que des coparents. Voilà ce que nous serons désormais. Tom, s'il te plaît, dit-elle, les larmes aux yeux. J'ai fait une erreur. Je voulais juste me défouler parce que je me sentais ignoré. Ignoré? Là, j'ai éclaté de rire. Sarah, je me suis plié en 4 pour toi pendant des années. J'ai soutenu chaque changement de carrière, chaque hobby, chaque phase de quête de soi. J'ai été celui qui faisait fonctionner cette famille pendant que tu passais ton temps à poster des citations inspirantes sur Instagram, alors ne me parle pas de te sentir ignoré. Elle s'essuya les yeux. Je sais que j'ai fait des erreurs. Nous en avons tous fait. Mais ne nous devons-nous pas ça? Pour nous? Pour les enfants? Essayer de réparer? Le moment de réparer, c'était avant que tu décides que je n'étais qu'un copard, répondis-je. Tu ne peux pas rabaisser quelqu'un et ensuite t'étonner qu'il cesse de te traiter comme une priorité. Elle voulut répliquer, mais ne put pas. Elle savait que j'avais raison. C'était elle qui avait tué ce qu'on avait. Elle avait passé tant de temps à se convaincre que je n'étais qu'un rôle accessoire dans sa vie. Et maintenant que j'avais cessé d'essayer, que je m'étais retiré émotionnellement, elle réalisait ce que cela signifiait vraiment. Elle s'attendait à ce que je la poursuive,
que je me batte pour une place dans sa vie alors qu'elle m'en avait déjà exclu. Mais puisque je ne l'ai pas fait, c'était elle qui ressentait désormais la distance. Au fil des semaines suivantes, ses efforts pour se reconnecter se sont intensifiés. Elle a commencé à préparer mes plats préférés, à demander comment s'était passée ma journée et à écouter vraiment, à proposer de s'occuper des enfants pour que je prenne du temps pour moi, à suggérer des soirées en amoureux, à initier des contacts physiques. Mais c'était trop tard. Je ne pouvais plus désentendre ce que j'avais entendu. Je ne pouvais plus désentir ce que j'avais ressenti quand elle avait si froidement rejeté toute notre relation. Chaque fois qu'elle essayait de se rapprocher, je revoyais ses mots, son ton, la façon dont elle n'avait même pas daigné se retourner en disant que je n'étais rien pour elle. Le coup de grâce arriva quand je l'ai surprise au téléphone avec une de ses amies. Je ne sais pas quoi faire, disait-elle à voix basse. Il est complètement différent. C'est comme s'il avait actionné un interrupteur. Non, c'est ça le problème. Il n'est même pas en colère. Il est juste parti. Parti émotionnellement. Je sais. J'ai tout essayé. Bien sûr, je me suis excusé. Enfin, j'ai dit que j'étais juste frustré et que je ne le pensais pas. Non, il n'y croit pas. Je ne sais pas ce que je ferais s'il part vraiment. Oui, je sais que c'est ce dont je parlais avant, mais je ne voulais pas vraiment divorcer. Je voulais juste qu'il fasse plus attention à moi. Ça a tout confirmé. Son honnêteté sur notre relation n'était qu'une tactique de manipulation. Elle pensait qu'en menaçant ma place dans sa vie, je travaillerais encore plus dur pour lui plaire. Au lieu de ça, j'ai appelé son bluff, et maintenant elle paniquait. Je me suis éloigné avant qu'elle puisse me voir. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Je savais déjà ce que je devais faire. Après 3 mois de cette nouvelle réalité, j'ai décidé qu'il était temps de passer au mouvement final. Pas besoin de drame ni de grandes scènes émotionnelles, juste de la clarté et le coup de grâce ultime. Un soir, après que les enfants furent couchés, je me suis assis en face de Sarah à la table de la cuisine avec une chemise cartonnée. « Il faut qu'on parle », ai-je dit. Elle leva les yeux de son téléphone, peut-être même avec un peu d'espoir. « Oui, je veux divorcer. » Je m'attendais à quelque chose. De la colère, de la résistance, des larmes. Je ne sais pas. Mais ce que j'ai eu, c'est le silence. Elle est restée assise là, me fixant comme si elle ne pouvait pas traiter ce que je venais de dire. Quand elle a enfin parlé, sa voix était faible. « Tu es sérieux ? » »« Tout à fait. » Puis j'ai fait glisser la chemise vers elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en l'ouvrant lentement. « Les papiers du divorce. Déjà remplis. Et quelques autres choses que tu devrais savoir. » À l'intérieur, il n'y avait pas seulement les papiers du divorce, mais aussi les relevés de nos comptes. Pendant qu'elle était occupée à se retrouver, moi je préparais tranquillement le terrain. J'avais transféré 75% de mes primes récentes sur des comptes dont elle ignorait l'existence. J'avais documenté chaque fois où elle avait choisi son bien-être personnel plutôt que les enfants. J'avais des preuves de toutes les fois où j'étais celui qui se présentait aux événements scolaires pendant qu'elle était en retraite. Plus important encore, j'avais une lettre de mon avocat expliquant qu'étant donné mon revenu et l'arrangement de garde que je proposais, elle devrait probablement me verser une pension alimentaire, pas l'inverse. Son visage est devenu livide. « Tu ne peux pas être sérieux. Les tribunaux favorisent toujours la mère. » « Pas quand la mère a à peine été présente, répondis-je calmement. J'ai documenté tout ça depuis des mois. Les professeurs connaissent moi, pas toi. C'est moi qui emmène les enfants chez le médecin. C'est moi qui les aide pour leurs devoirs. Toi, tu es trop occupé avec ton blog et ton voyage intérieur pour être un parent présent. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'application calendrier où j'avais méticuleusement noté chaque événement scolaire, chaque rendez-vous médical et chaque réunion parents-professeurs des 6 derniers mois, précisant qui y avait assisté. L'évaluateur de garde va jeter un coup d'œil à ça et voir qui a réellement élevé ses enfants, dis-je. Et ce n'est pas toi. Mais j'ai besoin de temps pour m'organiser, balbutia-t-elle. Tu sais que mon blog est sur le point de décoller. Mon coach de vie dit que je suis à la veille d'une percée. Oui. Ça fait 3 ans que tu dis ça. Pendant ce temps, j'ai été promu 2 fois et j'ai économisé assez pour financer les études des enfants. Que as-tu réellement contribué à part des publications Instagram sur ton oppression? Ses yeux se remplirent de larmes. Les vraies cette fois. Pas celles qu'elle sortait quand je refusais de lui acheter quelque chose. Tom, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je ne pensais pas ce que j'ai dit cette nuit-là. J'étais juste frustré. Je me suis adossé. Pourquoi maintenant? Parce que l'idée de perdre ton ticket de caisse commence à te hanter? Ce n'est pas pour l'argent, protesta-t-elle. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai failli éclater de rire. Tu ne m'as pas regardé avec autre chose que du mépris depuis des années, jusqu'à ce que je m'en fiche complètement. Et soudain, tu t'en soucies? S'il te plaît. Tom, pense aux enfants, supplia-t-elle. Ils ont besoin de nous deux ensemble. Ils ont besoin de parents qui se respectent, la corrigeai-je. Et tu as clairement montré que tu ne me respectes pas. Tu as clairement montré que je ne suis qu'un coparent pour toi. Alors c'est ce que nous serons. Des coparents, séparés. Je vais me battre, dit-elle, son ton passant de suppliant à menaçant. Je vais prendre un avocat. Je leur dirai que tu prépares ça depuis des mois, que tu caches de l'argent. Vas-y,
l'interrompis-je. Tout ce que j'ai fait est légal. J'ai consulté 3 avocats différents pour en être sûr. Et au fait, cette menace que tu viens de faire? Je l'ai enregistrée. Je tapotais mon téléphone, posé sur la table tout ce temps. État à consentement unique, menacé de faire de fausses déclarations lors d'une procédure de divorce ne passe pas bien au tribunal. Son visage s'effondra. Elle savait qu'elle avait perdu. Les jours suivants furent pathétiques. Elle essaya tout, pleurait, suppliait. Soudain, elle était l'épouse parfaite, elle faisait le dîner, demandait comment s'était passée ma journée, essayait de me faire revenir dormir dans notre lit. J'étais dans la chambre d'amis depuis des semaines. Elle est même allée jusqu'à dire à ses amies féministes d'aller se faire foutre quand elles reprenaient leurs discours habituels de haine des hommes. L'une d'elles m'appela pour demander si je lui avais fait quelque chose, car Sarah m'avait défendu avec tant de vigueur. Le coup final vint quand j'emmenais les enfants rencontrer l'agent immobilier pour vendre la maison. Sarah n'était pas incluse dans le rendez-vous. Quand elle l'apprit, elle explosa. « Tu ne peux pas vendre notre maison sans moi », hurla-t-elle. « En fait, si », répondis-je calmement. « Vérifie l'acte de propriété. Il est à mon nom. Ton crédit était trop mauvais pour figurer sur l'hypothèque, tu te souviens? À cause de toutes ces cartes de crédit que tu avais maxées pour ton « self-care », je lui ai montré l'acte. Son nom n'y figurait pas. Nous avions parlé de l'Y ajouter une fois son crédit amélioré, mais elle ne s'était jamais occupée de ses finances. Elle s'est effondrée sur le canapé, en sanglots. Qu'est-ce que je suis censé faire? Où vais-je aller? J'ai haussé les épaules. Ce n'est plus mon problème. Nous ne sommes que des coparents, tu te souviens? Et à peine ça, vu le peu de parentalité que tu fais réellement. Une semaine plus tard, elle s'est présentée à mon bureau. Elle m'a supplié de reconsidérer. A dit qu'elle ferait n'importe quoi. Thérapie de couple, arrêter son blog, trouver un vrai travail, tout ce que je voulais. C'est trop tard, lui ai-je dit. Tu as décidé que je ne valais pas la peine d'être aimé il y a des années. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je finisse par être d'accord avec toi. Le divorce a été rapide. Sarah n'a pas contesté. Elle ne pouvait pas se payer un avocat de mon niveau, et elle savait que les preuves n'étaient pas en sa faveur. Le juge m'a accordé la garde physique principale, Sarah n'ayant que les week-ends alternés et un dîner par semaine. Le regard sur son visage quand le juge a annoncé sa décision est quelque chose que je n'oublierai jamais, un pur choc. Elle était tellement convaincue qu'être mère signifiait automatiquement avoir la garde, peu importe son implication réelle. La réalité l'a frappée de plein fouet. Quant à la maison, elle s'est vendue plus cher que prévu. J'ai utilisé ma part pour acheter un meilleur logement, plus près de l'école des enfants. 3 chambres, un grand jardin, un vrai bureau où je pouvais télétravailler certains jours pour être plus présent. Sarah, elle, a fini dans un petit appartement d'une chambre à l'autre bout de la ville. Elle a dû trouver un vrai travail pour la première fois depuis des années. Un poste d'administratif de base qui couvrait à peine son loyer. Son blog est resté un hobby que personne ne lisait. La première fois qu'elle a déposé les enfants après son week-end avec eux, je l'ai vue regarder autour de ma nouvelle maison avec envie. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Plan ouvert, cuisine moderne, tout. Mais ce n'était plus à elle. Les enfants semblent aimer cet endroit, dit-elle, essayant de paraître détendue. Oui, confirmai-je. Ils ont chacun leur chambre, et il y a un parc au bout de la rue. Elle hocha la tête, mal à l'aise. Écoute, Tom. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. J'ai fait une énorme erreur, la plus grosse de ma vie. Je t'ai pris pour acquis, et je le paie chaque jour. Je l'ai simplement regardé. Oui. Tu le hais. Est-ce qu'il y a la moindre chance? La moindre chance qu'on puisse réessayer. Pour les enfants? Pour nous? Ses yeux me suppliaient. J'ai secoué la tête. Il n'y a pas de « nous », Sarah, tu te souviens? Nous ne sommes que des coparents maintenant. C'est tout ce que nous serons jamais. Ces mots l'ont frappé exactement comme ils m'avaient frappé il y a des mois. J'ai vu l'espoir quitter son visage, remplacé par la réalisation que c'était elle qui avait provoqué tout cela. Je viendrai les chercher mercredi pour dîner, dit-elle finalement, la voix creuse. 18h, ai-je confirmé. Ne sois pas en retard. J'ai refermé la porte et je suis retourné auprès de mes enfants. Ma maison, ma vie. Une vie qui m'appartenait enfin de nouveau. Cela fait 2 ans depuis le divorce. Je vais bien maintenant. Les enfants s'épanouissent. Ils ont 11 ans, réussissent à l'école, sont actifs dans le sport et d'autres activités. Je sors avec une infirmière pédiatrique que j'ai rencontrée lors d'un rendez-vous médical d'Ethan. Elle est tout ce que Sarah n'était pas, présente, attentionnée, sincèrement intéressée aussi bien par moi que par les enfants. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle avait dû déménager dans un appartement encore plus petit. Son blog a fini par mourir en silence. Ses amies féministes l'ont abandonnée quand elle n'a plus pu se permettre d'aller au brunch et aux ateliers. Elle m'appelle parfois, généralement après un mauvais rendez-vous ou une mauvaise journée, en pleurant qu'elle a fait la plus grosse erreur de sa vie. Et moi, je me contente de lui dire, je sais. Mais nous ne sommes que des coparents maintenant. C'est tout ce que nous serons jamais. Les enfants la voient encore un week-end sur 2, mais même eux ont remarqué la différence. Maman est toujours sur son téléphone quand on est là-bas, m'a dit un jour Emma. Pas comme ici, où on fait vraiment des choses ensemble. C'est ça, ma vraie victoire. Pas la maison, pas l'argent,
Pas même de voir Sarah affronter les conséquences de ses actes. C'est de savoir que mes enfants voient et apprécient un parent qui est réellement présent et investi dans leur vie. Voilà donc mon histoire, Reddit. Si vous êtes dans une situation semblable, être tenu pour acquis, être traité comme si vous n'étiez rien de plus qu'une commodité dans la vie de quelqu'un d'autre, sachez que vous méritez mieux. Vous méritez d'être valorisé. Et parfois, la seule façon de montrer votre valeur est de vous retirer de l'équation. Le karma est une garce, pas vrai? Mince, ça a explosé. Merci pour toutes les récompenses et le soutien, les gars. Pour répondre aux questions les plus fréquentes, oui, tout cela est parfaitement légal. Consultez un bon avocat et documentez tout si vous êtes dans une situation similaire. Non, je ne ressens pas de pitié pour elle. Elle a fait ses choix. Oui, les enfants vont très bien. Les enfants ont besoin de stabilité et d'attention. Pas de photos de famille parfaite pour Instagram. Deuxième mise à jour, pour ceux qui demandent à propos de l'argent, parlez immédiatement à un conseiller financier si vous pensez que votre mariage va mal. Il existe des moyens légaux de vous protéger qui ne comptent pas comme de la dissimulation d'actifs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Troisième mise à jour, non, je ne suis pas amer. J'ai tourné la page. Écrire tout ça a été en fait thérapeutique. Et oui, Jessica, l'infirmière avec qui je sors, est au courant de tout.